Radio J. Radio J, le grand entretien. Radio J. Comprendre l'antisémitisme pour mieux y faire face, c'est l'objet de ce grand entretien avec notre invité Raphaël Amselem, analyste en politique publique. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J. L'antisémitisme condamné, des lois pour lutter contre, et pourtant, les Juifs restent les premières cibles de ces actes racistes. Comment expliquer ce paradoxe ? Question vaste, parce qu'évidemment, l'antisémitisme est une interrogation que les philosophes ont depuis très longtemps. C'est une question d'autant plus difficile qu'en réalité, l'antisémitisme catalyse un ensemble de phénomènes, de haine, de familles politiques qui, de façon simultanée, s'attaquent aux Juifs pour des raisons très diverses. L'extrême gauche va s'y attaquer pour la raison évidente du sionisme, et en l'occurrence de leur antisionisme, sur fond en plus, on y reviendra, d'une doctrine antiraciste fondée sur ce qu'on appelle les théories critiques de la race, qui considèrent en gros, pour le dire simplement, que les Juifs sont des Blancs riches et qu'en ce sens-là, ce sont des dominants, et que faisant partie des dominants dans une dialectique presque marxiste des forts contre les faibles, eh bien, il convient de combattre les dominants. L'extrême droite, évidemment, ne supporte pas le caractère de double allégeance des Juifs, le caractère normatif de leur vie religieuse, qui fait qu'ils ont des habitudes de vie qui se différencient amplement de la norme commune. Et puis enfin, parce qu'il existe aussi, c'est l'étude de la Fondapol avec l'AJC qui le pointe chaque année, un antisémitisme musulman qui se fonde à la fois sur une vision complotiste, même si pour le coup, en fait, le complotisme rassemble à la fois l'extrême gauche, les musulmans et l'extrême droite, enfin une partie des musulmans évidemment, mais aussi un antisémitisme religieux d'évidence. Pour en revenir à la gauche ou à l'extrême gauche et ces doctrines antiracistes dont les Juifs sont exclus, c'est vertigineux parce que c'est des doctrines antiracistes et il y a une espèce de mise en abîme du fait juif et on en exclut de fait des Juifs sur des clichés antisémites, puisque ce que vous expliquez, le juif puissant, le juif blanc, etc., c'est des clichés antisémites. En fait, c'est plus que des clichés. Alors évidemment, sur la question de la richesse, ça c'est quelque chose qu'on ne contestera pas. En revanche, sur la question de la blanchité, c'est beaucoup plus, à mon sens, le primat d'une idéologie, d'une vision idéologique de l'analyse de comment s'opère le racisme dans la société et qui ne considère pas d'autres facteurs d'explication. Ce que j'entends par là, typiquement, c'est que selon les théories critiques de la race, donc, le racisme s'opère sur ce qu'on appelle des critères matériels, c'est-à-dire des éléments qui sont appréciables, palpables dans l'espace public. Pour donner un exemple très concret, si vous êtes noir de peau, je peux vous observer comme une personne noire de peau, appliquer sur vous un ensemble de schémas, d'imaginaires, de rhétoriques qui sont racistes, et avec surtout des effets de racisme, et qui est une réalité. Les Noirs subissent de la discrimination à l'emploi, au logement, ce sont des effets tout aussi matériels. Et en fait, là où je pense qu'il y a une analyse complètement idéologique de la question, c'est précisément, oui, ceci est vrai, mais ça ne permet pas d'expliquer l'intégralité du racisme et des manifestations du racisme. En l'occurrence, les Juifs, oui, sauf si vous êtes au SS 117 et vous croyez que les Juifs ont un long nez, vous n'avez pas de moyen d'apprécier la matérialité de ce qu'est un Juif dans l'espace public. Et en ce sens-là, si vous ne considérez que cet élément-là, oui, les Juifs sont invisibles. Oui, pour beaucoup, les Juifs sont blancs de peau, même si ce n'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, en Europe, c'est le cas. Et donc, oui, vous les rattachez à des Blancs. Mais c'est une lecture qui est complètement idéologique, qui ne considère pas la spécificité de ce qu'est l'antisémitisme et qui arrive donc au mieux à ignorer l'existence de l'antisémitisme, à en minorer l'impact. Au pire, vous considérez, comme je disais, que les Juifs sont des membres intégraux de la domination exercée par la majorité
européenne sur les minorités qui vivent dans l'espace occidental. Ce qui est fou dans ce que vous décrivez, c'est que effectivement, les gens ont tous leur biais idéologique et après tout, ça fait partie de la vie politique, la vie publique, etc. Mais en France, il y a eu des crimes antisémites ces dernières années, des gens qui sont morts parce qu'ils étaient juifs. Et ça, c'est indéniable. Oui, absolument. Mais c'est là où il y a un point, c'est que c'est pas qu'une histoire de biais, de sorte de oh, la gauche est faillible sur tel ou tel point. Je pense que c'est quelque chose qui est assez structurel en réalité dans la pensée socialiste ou d'extrême gauche au sens large. Et c'était déjà noté à l'époque par Raymond Aron. Raymond Aron était un très grand lecteur de Marx. Il disait que Marx avait raison sur plein de points, mais qu'en revanche, réserver à Marx l'exclusivité de la clé de compréhension du déroulé historique, des rapports de classe, et surtout comment est censée se conclure l'histoire, là-dessus, Aron disait que la gauche avait complètement tort et que c'était pour le coup idéologique de lui accorder cette sorte de primat sur la compréhension des phénomènes sociaux auxquels nous sommes confrontés. Mais oui, évidemment, il y a des faits qui sont incontestables. Le fait d'abord qu'il y a des assassinats de juifs sur le sol français et que nous sommes la communauté qui, en termes de nombre, est la moins nombreuse, mais qui, en termes de conséquences concrètes d'actes racistes, est celle qui subit le plus. On va en venir à l'extrême droite parce que c'est vrai que ces derniers temps, c'est moins lisible ou en tout cas, ça se voit moins... c'est moins mis en avant dans le discours public parce que c'est moins direct. L'extrême droite se présente comme un barrage à l'antisémitisme qui tue en France, c'est-à-dire l'antisémitisme au nom de l'islamisme ou l'antisémitisme de gauche. Et pourtant, vous dites, Raphaël Amselem, que l'extrême droite continue à être antisémite. Comment ça se manifeste ? Je pense que d'abord, il faut expliquer en quoi l'extrême droite se présente comme le bouclier des Juifs et qui est un discours qui, à vrai dire, on y reviendra, est un discours qui fonctionne de plus en plus. Ce discours s'explique par le contexte que nous sommes en train de vivre, ou en tout cas l'interprétation qu'on en donne, à savoir l'existence d'une guerre de civilisation dans laquelle les Juifs incarnent les catalyseurs de l'ensemble des difficultés rencontrées par l'Occident. L'insécurité, l'islamisme, le terrorisme. Et qu'en ce sens-là, défendre les Juifs, quelque part, c'est défendre l'Occident. A fortiori, que les Juifs sont directement opposés à l'ennemi de l'Occident, en tout cas dans cette grille d'analyse, à savoir l'islamisme au mieux et au pire les musulmans de base. Bon. Et c'est ce qui explique justement cette accointance de l'extrême droite de façade avec les Juifs, qui est de dire mais nous allons prioriser nos combats, nous allons d'abord combattre l'immigration, l'islamisme et les musulmans, et puis on verra ensuite pour le reste. Mais précisément, c'est là où je pense qu'on se trompe. Si jamais on arrive à tomber dans ce piège-là, c'est que c'est une alliance de contingence qui est liée au contexte que nous vivons. Mais je n'ai absolument aucun doute que l'extrême droite, si un jour elle arrive à se débarrasser du problème immigré, islamiste ou que sais-je encore, elle s'attaquera aux Juifs. Ceci pour deux raisons. La première, comme je le disais, parce que nous avons une pratique normative de la religion. Et ça, nous le partageons avec les musulmans et avec l'islam. C'est-à-dire que notre quotidien est fait d'un ensemble de normes qui sont considérées par notre appréciation comme étant des lois à valeur juridique, d'où le terme de norme est choisi, qui a des conséquences matérielles dans notre vie. Le Shabbat, la cacheroute, c'est pas juste une éthique, ce sont pas juste des grands principes, ce sont des lois, c'est une herméneutique, et qui régissent nos vies, qui font que nous avons une vie quotidienne qui, par certains égards, se différencie de la norme commune, et en ce sens-là, nous sommes tout à fait comparables à la vie culturelle et cultuelle musulmane. La deuxième raison, c'est que, en tout cas, si on l'interprète d'une mauvaise façon, il y a cette idée que les Juifs ont une double allégeance. Qu'en réalité, leur véritable appartenance identitaire serait celle d'un peuple. Et en ce sens-là, l'extrême droite ne supporte pas
cette idée de double allégeance. C'est-à-dire ce qui est reproché aujourd'hui aux musulmans. Oui, d'ailleurs, c'est vrai. C'est exactement ce qui est reproché aux musulmans aujourd'hui. Vous n'êtes pas pleinement français. Vous êtes aussi autre chose, voire vous n'êtes que cette autre chose. Bien précisément, je pense qu'une fois que nous serons sortis, si un jour c'est le cas, de ce contexte de guerre de civilisation, eh bien, les Juifs seront les prochaines cibles de l'extrême droite. Et j'en veux pour preuve, j'en terminerai par ce point-là, que d'une part, les responsables du Rassemblement national ont toujours des liens explicites avec des organismes d'extrême droite, avec des personnalités qui ont un passé antisémite, je pense à certains responsables du GUD, et aussi au fait qu'il y a eu Street Press à mener des enquêtes sur la question, des accointances avec d'autres personnalités et discours d'extrême droite antisémite. Ce concept de guerre de civilisation, c'est important parce que c'est vrai que c'est ce qui affleure beaucoup dans le discours public, au-delà même du cadre de l'extrême droite, où les Juifs seraient du côté occidentale, j'ai envie de dire, de la civilisation. J'ai envie de vous poser une question naïve, quoi. Est-ce que ça se pose comme ça pour les Juifs, ou alors est-ce que c'est une construction artificielle, finalement ? C'est une construction contextuelle. Parce que bon, il faut se rappeler, je ne voudrais pas être dans un esprit gratuitement revanchard. Il faut quand même se rappeler que le judéo-christianisme, pendant 2000 ans, c'est pour l'essentiel un rapport au moins très conflictuel. Donc bon, il n'y a pas d'essence à ce que juifs et chrétiens soient opposés ou non, de la même façon qu'il n'y a pas d'essence à ce que les juifs et musulmans soient opposés ou non. Il y a des contextes qui font que, oui, avec le monde occidental, il y a un rapport beaucoup plus apaisé parce qu'il y a eu un travail interne, à la fois religieux de la part de l'Église, à la fois en termes de garantie des droits politiques, si on parle plus en termes de structure politique séculière. Et pour les musulmans, il y a aujourd'hui un contexte qui fait qu'évidemment, à la fois en termes religieux, à la fois en termes d'attentats, à la fois en termes de conflits israélo-palestiniens, il y a la résurgence de cette rhétorique. En revanche, il ne faudrait pas, me semble-t-il, lui accorder une sorte d'exclusivité. Tous les musulmans, de la même façon que tous les juifs ne sont pas des soutiens du gouvernement de Netanyahou ou des personnes favorables au Grand Israël, de la même façon, tous les musulmans ne sont pas des soutiens au terrorisme ou aux attentats ou que sais-je encore. Donc partons de ce principe-là, il ne faut pas que ces grilles d'analyse extrêmement générales effacent, oblitèrent la force de l'individualité, et d'autant plus que l'Occident s'est construit sur la force de cette individualité-là. On assiste actuellement, dans ce qu'on voit autour de nous, à un antisémitisme, j'ai envie de dire, sans antisémite. C'est-à-dire que dans le discours politique, l'antisémite, c'est toujours l'autre. Jean-Luc Mélenchon dit qu'il n'est pas antisémite. Les gens de la France insoumise disent qu'ils ne sont pas antisémites, que c'est l'extrême droite qui est antisémite. Et puis, quand on écoute Jordan Bardella ou Marine Le Pen, eux disent, non, les antisémites, c'est la France insoumise. Pourquoi et comment ça se déploie et comment on fait pour lire tout ça, parce que c'est très compliqué. Nous sommes dans une phase qui dure depuis maintenant des années d'instrumentalisation profonde de la question de l'antisémitisme. Comme vous venez de le rappeler, l'antisémite, c'est toujours l'autre. L'extrême gauche explique que les antisémites, ça n'est que l'extrême droite. L'extrême droite explique que les antisémites, ça n'est que l'extrême gauche et que les musulmans. La réalité, c'est que quand vous prenez, par exemple, l'étude Fondapol AJC publiée annuellement qui analyse la porosité, la prégnance de clichés antisémites au sein de la société civile, vous voyez qu'il y a 3 poches d'antisémitisme qui sont bien l'extrême gauche, l'extrême droite, une partie des musulmans. Et à base de critères très variés, à la fois des clichés liés à la richesse, à la double allégeance, à Israël, à des pratiques religieuses qui semblent bizarres, à un soupçon de puissance de la part des Juifs. Et tout cela s'explique pourquoi est-ce que les uns et les autres se renvoient la balle, par l'incapacité à prendre l'antisémitisme pour ce qu'il est.
par leur refus de considérer sérieusement ce qu'est l'antisémitisme. Parce que si on le considère sérieusement, on ne s'absout pas soi-même, on ne se rend pas soi-même irréprochable en matière d'antisémitisme. Quand vous avez des reproches très clairs qui sont formulés à la fois par des personnalités juives, mais par un très grand nombre de juifs de façon générale sur les réseaux sociaux, à l'égard de certains élus, et que la seule réponse qu'on a à vous apporter, c'est « Non, mais vous manipulez l'antisémitisme », c'est qu'au fond, vous n'êtes pas intéressé par l'antisémitisme, vous êtes intéressé par vous. C'est une problématique tout à fait différente. Mais c'est quelque chose qui est très clair quand vous regardez, par exemple, la France Insoumise. De façon régulière, il y a des cadres de la France Insoumise qui se sont vus objecter, justement. Mais regardez telle ou telle déclaration, regardez ce qu'a dit Mélenchon sur Zemmour, sur Jésus sur la croix. Sur Éric Zemmour, il a dit que ses idées politiques, c'était dû à son judaïsme. C'était une reproduction de scénarios culturels issus de son judaïsme. Donc si Zemmour est d'extrême droite, c'est parce qu'il est juif, voilà, pour le dire très clairement. Donc phrase et pour dire très buesque. Clairement, si on est juif, on est d'extrême droite. Voilà. Et plus profond que ça, c'est qu'il y a une essence dans le judaïsme comme éthique, comme religion qui vise à l'extrême droite. Oui. Absolument buesque. Donc il y a eu ça, il y a eu Jésus sur la croix, les compatriotes de Jésus sur la croix. On croyait ce cliché du juif déicide mort, il a réussi à le ressusciter. Saint-Nicolas du Chardonnay, dans cette église, on en parle encore, mais effectivement, dans l'église, ça n'existe plus. Ça n'existe plus en tant que doctrine. Donc il y a eu évidemment ce qui s'est passé avec Corbyn. Corbyn, non, c'est une cabale du Likoud et du grand rabbin d'Angleterre, alors que il y a un rapport d'une ONG très clair sur le traitement laxiste de l'antisémitisme au sein du Labour. Donc, un ensemble d'exemples très clairs qui montrent qu'il y a bien de l'antisémitisme au sein de la France insoumise. Et je vais insister sur cette phrase. Moi, je ne parle plus de complaisance ou de mauvais traitement de l'antisémitisme. Il y a de l'antisémitisme au sein de la France insoumise. Et quand vous avez ces exemples très clairs, qui pour la plupart du temps, en plus, ne se basent pas du tout sur la question d'Israël, qui sont opposés aux responsables de la France insoumise, et qui vous répondent « Non mais vous faites ça parce que vous êtes de droite, vous faites ça parce que vous êtes d'extrême droite ». C'est-à-dire que ces gens n'en ont rien à faire de la question de l'antisémitisme, ils sont intéressés par leurs pommes, sauf que du coup, maintenant, il y a rupture de dialogue, il n'est plus question de discuter avec ces gens. Ils ont été beaucoup trop violents, beaucoup trop méprisants envers notre parole pour qu'on continue à être des serpillères. Est-ce qu'il y a eu une époque où vous pensiez, Raphaël Amselem, qu'il y avait encore possibilité de discuter avec la France insoumise, et à quel moment ça s'est cassé? Je l'ai pensé pendant très longtemps. J'ai toujours été très critique sur le traitement de l'antisémitisme au sein de la France insoumise. Depuis 3, 4, 5 ans, j'ai publié divers papiers, notamment dans Le Point, qui traitaient de cette question, et aussi, entre autres, une recension du livre de David Badiel qui s'appelle « Jews Don't Count », les Juifs ne comptent pas, qui faisait précisément état de cette même problématique au sein de la gauche anglaise. Donc j'ai toujours été extrêmement critique sur ce comportement, mais en me disant que tout de même, des personnes qui se disent antiracistes, qui peut-être ont juste quelques clichés et qu'en discutant avec eux, ça pourrait s'amender. Pendant très longtemps, je l'ai pensé. Depuis le 7 octobre, je ne le pense plus. Parce que la virulence avec laquelle nous avons vu la dénégation du sentiment juif par rapport au 7 octobre, qui a commencé le jour même avec le tweet de Jean-Luc Mélenchon, qui dit, au fond, cet acte-là ne vaut pas pour soi, cet acte-là ne vaut pas en soi comme le plus grand crime antisémite du XXIe siècle, comme l'a rappelé le président de la République, mais comme étant la résultante, au fond, de rapports de colonisation. Ça ne vient pas de nulle part. Quelque part, la violence du colonisé, c'est d'abord la violence du colon. Le 7 octobre, c'est d'abord la faute d'Israël. C'est ce qu'on a lu dans le tweet de Jean-Luc Mélenchon dès le 7 octobre. Et depuis, c'est une litanie d'insultes, de mépris que nous avons de la part des responsables de la France insoumise. Et encore une fois, la question n'est pas la critique de la réponse du gouvernement israélien. Ça n'est pas ça l'enjeu. Le Parti socialiste, les partis écologistes sont tous les deux des forces politiques
extrêmement critique, bruyante dans le débat public sur la réponse d'Israël à Gaza, jamais il n'a été question d'un problème d'antisémitisme avec eux. Ce sont bien des déclarations précises de la part de cadres de la France insoumise qui sont aujourd'hui au banc des accusés et sur lesquels ils ne veulent pas répondre. Sur lesquels, effectivement, ils ne veulent pas répondre. Ce qui interpelle aussi dans cette grille-là, c'est quelque chose qui pourrait ressembler presque à un piège pour les Juifs. C'est-à-dire, vous l'avez expliqué tout à l'heure, des pratiques religieuses, le fait qu'on est une minorité, et pourtant, il y a dans les sphères de lutte antiracistes classiques l'exclusion des Juifs. Les Juifs en sont exclus. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est vraiment un piège, ça? Ou alors, est-ce qu'il faut dire, bon, bah voilà, nous, on s'en exclut, on n'est plus avec eux et ce sera salvateur pour nous? D'abord, je pense qu'il faut dire clairement qu'aujourd'hui, les forces de gauche radicale, à la fois les forces politiques, militantes et associatives, participent à ce que la gauche soit un espace interdit aux Juifs. Un espace interdit aux Juifs. Un espace interdit aux Juifs, les mots sont très clairs, pour une raison qui est simple, c'est que nous voyons très bien depuis le 7 octobre qu'il n'est pas possible, selon une grande partie de la gauche dans son logiciel intellectuel, d'être à la fois un juif et sioniste. Il faut systématiquement montrer patte blanche sur la question. Et quand je dis géopolitique, ça veut dire avant de t'écouter sur l'antisémitisme, il faut que tu nous dises ce que tu penses d'Israël. Absous Israël, on t'écoutera ensuite. Et le meilleur exemple de ça, c'est l'utilisation, par exemple, du collectif Tzedek par la France insoumise et par les autres organisations de gauche qui disent non mais on n'a pas du tout de problème d'antisémitisme. Regardez, nous avons avec nous des juifs de gauche qui sont avec nous. Faisant fi du fait que ces gens-là ne représentent personne à part eux-mêmes. Et je leur reproche pas, attention. Bah oui. Ils ont le droit attention, Tzedek, je ne leur reproche pas du tout d'avoir l'avis qu'ils ont. Ils ont le droit d'être les plus gros antisionistes de l'histoire et d'être les plus belles cautions morales qui peuvent servir aux antisémites d'extrême gauche. Je n'ai pas de souci avec ça, ils sont libres de leur parole. Ce n'est pas parce qu'ils sont juifs qu'ils n'ont pas le droit d'avoir cette position-là. En revanche, de fait, la France insoumise et d'autres forces politiques disent « Non mais regardez, ils sont avec nous, ça montre bien qu'on n'est pas antisémites. » C'est-à-dire qu'ils prennent les juifs qui les arrangent, tous les autres qui constituent l'extrême majorité, qui ont un avis tout à fait différent, radicalement différent, ceux-là ne sont pas écoutés. Et c'est non seulement donc les sphères politiques, ce sont aussi les sphères associatives. Il y a eu ce papier dans Libération il y a quelques jours qui montrait qu'au sein de l'association Nous Toutes, cette association, ce collectif féministe, il y a eu un très grand malaise sur la question des violences, des viols qui ont eu lieu le 7 octobre, après le 7 octobre, parmi les otages, et qui montre à quel point justement tout le sentiment juif est dénié, complètement nié dans cette affaire-là. On y revient dans quelques instants, juste après une pause. Donc, le grand entretien avec notre invité aujourd'hui, Raphaël Amselem, analyste en politique publique. Radio J. Radio J, le grand entretien. Radio J. On est de retour avec l'invité de ce grand entretien, Raphaël Amselem, analyste en politique publique. Et on parlait justement de l'exclusion des Juifs des sphères de lutte antiracistes et progressistes. Et tout à l'heure aussi, on se posait la question de savoir si ça, c'était un piège en réalité pour les Juifs qui sont une minorité de toute façon. Je suis très attristé par la perspective politique qui se présente pour les Juifs. Parce que, de fait, il y a une rupture avec la gauche, qui est de son fait. Seul fait de la gauche. Mais je vois une autre perspective se dessiner, qui est que face au sentiment de solitude qu'ont les Juifs, pressés par des urgences graves et multiples, les attentats, le fait qu'on ne puisse pas porter
librement une kippa dans la rue, le fait de devoir partir de certaines écoles et de certains quartiers, ces urgences-là qui pressent et qui légitimement créent de l'inquiétude, sont en train de pousser une partie, je ne dis pas tous, mais une partie des Juifs, dans les bras de l'extrême droite. Et je trouve que nous sommes en train d'assister à un très grand moment de dépolitisation qui concerne l'ensemble de la société française, mais qui touche précisément les Juifs dans ce contexte-là. Dépolitisation, c'est-à-dire ? Ce que j'entends par dépolitisation, c'est un phénomène qui était pointé par Tocqueville en son temps. C'est que dans une société où nous sommes de plus en plus pressés par les urgences, j'en ai cité pour le cas spécifique juif, mais il y en a tout un tas d'autres qui nous concernent en tant que Français. L'urgence sécuritaire, sanitaire, écologique, économique, nous avons tellement d'urgences et d'insécurité qui nous entourent que nous sommes de plus en plus amenés à nous replier sur nous-mêmes, à nous désintéresser des affaires publiques. Par affaires publiques, j'entends l'intérêt que nous devons porter à nos institutions, aux principes qui structurent un état de droit, qui constituent l'intérêt général, qui garantissent la dignité humaine. Nous nous désintéressons de tout cela pour seulement poursuivre le souci de ceux qui vont nous défendre dans nos problèmes personnels, pour essayer de revenir à un peu de bien-être. Et je l'ai vu par des choses très concrètes, qui est que dès qu'il y a un élu du Rassemblement national qui prend la parole, par exemple, pour défendre Israël, tout de suite, ça tourne dans les boucles WhatsApp. « Ah, t'as vu ? Ah, il parle bien. Ah, lui, il nous défend. » C'est un très grand moment de dépolitisation. Et attention, je ne veux pas me présenter en tant que donneur de leçons. Oui. Je comprends ce moment de dépolitisation. Qui est lié à de la solitude. Qui est lié à de la solitude, de la souffrance qui s'accumule. Je l'entends, mais je ne peux pas m'y résoudre. Je ne peux pas m'y résoudre. D'abord parce que, au-delà de toutes les questions d'antisémitisme, je suis d'abord un libéral en politique. Je suis concerné par la dignité humaine et par le fait qu'un État, ce n'est pas un assemblage d'individus d'intérêts personnels. C'est comment est-ce que nous allons retranscrire dans nos institutions des grands principes qui garantissent la dignité humaine. Et l'extrême droite, aujourd'hui, n'est pas à même de représenter la garantie de la dignité humaine, à la fois en termes de défense de l'état de droit, de défense des plus fragiles et de défense aussi de l'étranger. Parce que je veux bien qu'il y ait un problème d'immigration, mais enfin, ça ne justifie pas le fait que la mer Méditerranée, aujourd'hui, soit devenue un cimetière à ciel ouvert. Bon. Donc nous avons ce grand moment de dépolitisation. Donc je ne peux pas m'y résoudre parce que, je suis un libéral, je suis concerné par les grands principes qui structurent la société politique. 2, parce que je suis un juif religieux. Et en tant que juif religieux, j'ai cette phrase vous savez, dans le traité Sanhédrin, Mishnah chapitre 4, il y a cette déclaration des sages qui est la suivante. Pourquoi est-ce que l'homme a été créé en un exemplaire unique, en parlant de Adam, et de répondre pour que personne ne puisse dire à l'autre « mon ancêtre était supérieur au tien ». Il y a tout là-dedans. Toute la question de la dignité humaine. Et donc ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on ne peut pas, en tant que juif, en tant que Français, en tant que juif, on ne peut pas se désintéresser des principes qui structurent la société politique, en particulier parce que nous sommes aussi Français. On parlait du fait que les Juifs sont eux-mêmes issus de l'immigration. Et quand on parle des personnes issues de l'immigration, les Juifs en sont exclus, alors que c'est le cas pour la plupart d'entre nous. D'abord, je pense que vous avez raison de rappeler ce fait élémentaire qui est que beaucoup de Juifs en France sont issus de l'immigration. Mon cas personnel, mon père est né au Maroc, ma mère en Tunisie, ils sont tous les deux partis dans de contextes familiaux différents, mais face à la résurgence du conflit au Proche-Orient. Et ça, il ne faudrait pas l'oublier. Ça signifie qu'il n'y a pas de caractère invariable à ce que l'immigration soit systématiquement assimilée à un agent hétérogène, c'est-à-dire à un agent qu'on ne pourra jamais intégrer à la société française. Preuve en est que si nous, on oublie un petit peu ce passé-là, c'est que quelque part,
les institutions de la République ont fonctionné en matière d'intégration et qu'elles ont tellement bien fonctionné qu'on se sent pleinement intégré à la société. Quelque part, tant mieux. On va en venir à l'antisémitisme et au conflit israélo-palestinien, ou en tout cas ce qui est appelé comme ça. Parce que ce qui rend les choses aussi difficiles à lire en termes d'antisémitisme, c'est souvent des choses qui agressent certains juifs, d'autres moins, qui concernent par exemple la critique de la politique israélienne, la critique éventuellement de ce qui peut se passer en Judée-Samarie, des critiques par rapport au gouvernement. Et souvent, c'est vrai que en fonction des avis de chacun a son propre curseur sur ce qui serait antisémite de ce qu'il ne le serait pas. Ça rend les choses très, très difficiles à lire. Moi, je pense que ce qui rend les choses très difficiles à lire en la matière, beaucoup plus que la réaction que peuvent avoir les uns les autres sur le degré d'antisémitisme, c'est à quel point, précisément, on formule l'accusation aux Juifs d'utiliser Israël comme un rayon paralysant pour faire taire les autres sur la question palestinienne. Et il n'y a jamais d'exemple qui est donné à l'appui. Et pourtant, c'est un exemple qui est systématiquement répété. C'était, entre autres, ce qui avait amené Jean-Luc Mélenchon à estimer que le CRIF utilisait l'antisémitisme comme un rayon paralysant. C'est-à-dire que systématiquement, dès que Jean-Luc Mélenchon parlerait d'Israël, le CRIF serait là pour essayer de le faire taire par l'accusation d'antisémitisme. Bon, ce qui, au demeurant... Mais le pire, c'est que Jean-Luc Mélenchon, quand il parle de ça, il ne parle pas du conflit israélo-palestinien. On l'a souligné tout à l'heure. Non, mais c'est un exemple de comment cette accusation est de façon récurrente et répétée utilisée. Mais en fait, si, il l'utilise aussi, puisque je voyais dernièrement, je ne sais plus quel cadre, c'est Antoine Léaumont qui était sur BFM TV face à Christophe Barbier, et qui avait fait un tweet avec la séquence où ils avaient échangé en disant on me ressort encore l'accusation d'antisémitisme, et Jean-Luc Mélenchon a cité le tweet en disant bah oui, parce que ça n'arrange pas l'intérêt des grands milliardaires qui tiennent les médias qu'on défende la cause palestinienne. Les sous-entendus... Utiliser un cliché antisémite pour dire qu'on n'est pas antisémite. On passera sur... Quelle mise en abîme vertigineuse. On passera sur la pertinence de la réponse de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est un exemple parmi d'autres. Parce qu'en réalité, ils sont quasiment tous les cadres de la gauche radicale s'emploient cette même rhétorique qui consiste à dire que les Juifs utilisent Israël pour rendre la critique d'Israël insupportable et assimilable à de l'antisémitisme. Or, je pense que précisément, ça n'est pas la critique d'Israël qui est en jeu. C'est pas du tout la critique d'Israël. Prenez un auteur comme Michael Walzer, qui est un professeur aux États-Unis. C'est un auteur qui est tout à fait porté à dire qu'en Israël, il y a des discriminations, que ce qui se passe, alors lui, il va dire Cisjordanie, c'est de la colonisation. Et pourtant, c'est pas du tout un antisémite. Et c'est lui le premier qui, précisément, a beaucoup écrit pour expliquer en quoi l'antisionisme peut aboutir à l'antisémitisme. Donc l'enjeu, ça n'est pas la critique d'Israël, c'est la délégitimation profonde d'Israël, son existence même en tant qu'État juif qui est en jeu. Parce que en quoi c'est problématique de remettre en cause l'existence même de l'État d'Israël ? C'est que vous dites au fond que le juif n'a pas le droit à un État comme les autres. Le droit à l'autodétermination qui, selon tous les textes de droit international, est un droit universel, ça ne s'applique pas aux juifs. Pardon de dire, un droit universel qui ne s'applique pas à une catégorie de personnes en particulier, en l'occurrence des juifs, j'appelle ça de l'antisémitisme. C'est pas parce que c'est une entité collective et que ça ne concerne pas des individus directement que ça n'en est pas moins de l'antisémitisme. D'ailleurs, c'est ce que notait Rabbi Sachs lorsqu'il était en vie, c'est que l'antisémitisme, en réalité, c'est toujours attaqué aux juifs en tant qu'entité collective. Avant, c'était en tant que religion. Après, ce fut en tant que race. Maintenant, c'est en tant qu'État. Et ce qui montre d'ailleurs l'inanité de la rhétorique qui consiste à essayer de différencier, de poser une dichotomie entre le sioniste et le juif. Vous savez, il y en a plein qui disent je n'ai pas de problème avec les juifs, j'ai un problème avec les sionistes.
Oui, sauf que le problème, c'est que le sioniste, c'est quoi ? C'est un juif qui s'est étatisé, qui s'est institutionnalisé, qui s'est doté d'une administration. Bon, bah voilà, alors ça signifie pas que tous les juifs sont des sionistes ou que tous les sionistes sont des juifs. En revanche, ça signifie bien que dans sa praticabilité, le sionisme est une modalité majeure de la vie juive. Et que vous rejetez bien, en rejetant le sionisme, une modalité majeure, historique, politique du vécu juif, qui en plus est une modalité qui ne résulte pas de nulle part, qui résulte d'une histoire douloureuse et d'une injustice profonde qui se résume en une phrase. Partout où ont vécu les juifs en situation minoritaire, ils furent dépendants de la bonne volonté du pouvoir. Au mieux, c'était une situation de redevabilité. Je suis faible, je suis minoritaire, merci de me protéger. Au pire, c'était l'extermination. Concernant cette question de la gauche, du sionisme et de ce qui est renvoyé aux Juifs, il y a plusieurs auteurs, vous en avez cité certains. On pourrait aussi mettre le focus sur Moïse Postone, qui a été un grand critique du marxisme et qui a été un critique du marxisme par sa gauche. Et ça, c'est intéressant que ce soit un critique du marxisme par sa gauche et qu'il ait dénoncé les problèmes. Il y a tout un ouvrage qui est consacré à ça. Le mystère du fétiche capital. Voilà. Au problème de l'antisémitisme à gauche. Oui, alors sur la question de Moshe Postone, malheureusement, je ne pourrais pas développer outre mesure parce que c'est un auteur que je n'ai pas lu. Ouais. J'ai lu sur certains aspects. Si, alors, il y a un aspect qui me semble très important sur le 7 octobre. Pour le coup, il a été d'une pertinence incroyable, mais je ne doute pas que le reste de son œuvre l'est tout autant. Il avait abordé la rhétorique qui avait émergé au sein d'une partie de la gauche américaine après les attentats du 11 septembre. Et une rhétorique qui était tout à fait similaire à ce qu'on a pu entendre par rapport au 7 octobre. Une rhétorique qui a consisté à dire l'attaque qui a eu lieu est une réaction. Une réaction à l'impérialisme américain, aux attaques des armées américaines au Moyen-Orient. Et donc, ça n'est qu'une réaction. Et ce que dit Moshe Postone, qui est d'une pertinence redoutable, c'est que, certes, les événements de l'histoire ne viennent pas de nulle part. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de la réaction qu'il n'y a pas de l'action. Une réaction ne détermine pas quelle action vous allez mener. Il y a plein de manières de réagir. Donc, on ne doit pas s'empêcher de juger ce qu'est la réaction en tant qu'action. En l'occurrence, quand on dit le 7 octobre n'est qu'une réaction à la politique impérialiste, coloniale israélienne, faisant fi de tout ce qu'est le Hamas, du modèle politique en vigueur à Gaza, du totalitarisme qui est prégnant, etc. etc. Bon, quand on dit le 7 octobre n'est qu'une réaction, ce n'est pas juger qu'en fait, il y a 10 000 façons de réagir au contexte politique local. Et en l'occurrence, le fait d'aller assassiner, torturer, briser à ce point des vies, comme l'ont fait les terroristes du Hamas, ça n'est pas une action légitime et rien, absolument rien, ne doit nous empêcher de juger leur vision du monde, leur modèle politique. Parce qu'on pourra dire tout ce qu'on voudra. Tout ce qu'on voudra. Et aussi légitime que soit la critique de la réponse d'Israël, il y a une différence substantielle de modèle politique entre Israël, qui est une démocratie imparfaite, et le pouvoir politique en vigueur à Gaza, qui est un modèle politique totalitaire. Et ça n'est pas basé sur une appréciation subjective de la situation. Juger un modèle politique, ça se juge sur la base de critères scientifiques. En sciences politiques, vous avez des critères qui ont trait à un état de droit, la séparation des pouvoirs, le pluralisme politique, l'indépendance de la presse. Ces critères-là ne sont pas répondus. Non, à Gaza. À Gaza, absolument pas. On va revenir aussi avec vous, Raphaël Amselem, sur cette phrase qu'on va interroger
La France, sans les Juifs, ce n'est pas la France. Les Juifs, la lutte contre l'antisémitisme, c'est souvent invoqué aussi dans le modèle républicain. Pourquoi cette prégnance sur ces thèmes-là ? Je pense que cette intimité entre les Juifs et la République, au moins dans les discours, tient à des relations historiques extrêmement complexes à analyser entre les Juifs et la France, mais avant même la République, qui est un rapport extrêmement complexe pour beaucoup de formes de, pas de redevabilité, mais de proximité liée à la position minoritaire. Je vais le dire de façon peut-être plus claire. C'est quelque chose que n'a pas du tout compris Madame Ouria Boutelja quand elle parle de philosémitisme. Elle dit, entre autres, que en gros, les Juifs sont protégés de façon précise par la République française, contrairement à d'autres minorités politiques. Et ça n'est pas comprendre que, en réalité, les Juifs ont été forcés pendant des siècles à vivre dans cette position de proximité avec le pouvoir, mais de proximité craintive. Il faut s'abaisser devant celui qui règne. Mais même après que les Juifs aient eu leurs droits politiques, ça a continué par l'existence d'institutions qui ont presque entériné ce rapport-là. Et donc, en ce sens-là, je pense que cette formule, c'est une survivance de ce lien précis qui unit les Juifs à la République et que, sans trouver ce lien totalement obsolète, on peut y être critique à plusieurs égards. On peut y être critique d'abord parce qu'elle présente une vision très négative du vécu juif en France, qui est un vécu de réaction. Comme les Juifs subissent beaucoup d'antisémitisme, il faut que la République tout de suite se présente en défense. Et certes, il est vrai que les Juifs ne profitent pas de leur plénitude en termes de droits politiques en France, ne serait-ce que parce qu'ils ne peuvent pas porter, par exemple, librement la kippa dans la rue. Il n'empêche que, à multiplier ce discours-là, on ne fait que présenter de façon négative comment vivent les Juifs en France. Et attention, je suis très loin de dire que c'est idyllique. En revanche, il y a aussi des belles opportunités. C'est un beau pays. Et aussi, là où on peut être critique et il faut faire attention, c'est qu'en réalité, la République, elle est pour tous. Et le risque qu'on peut avoir à systématiquement rapprocher la République et les Juifs, c'est que d'autres se sentent exclus. D'autres minorités. Oui. En disant, mais nous aussi, nous sommes la République. Et d'autres minorités qui, par ailleurs, ne font pas forcément l'objet de politiques publiques qui leur permettent de s'émanciper. C'est-à-dire que là où, en fait, la République n'arrive pas à leur permettre l'émancipation, qui est pourtant le cœur même de la République. C'est juste que là où, en revanche, je m'éloigne totalement de certains discours, c'est que je ne fonde pas du tout cette proximité-là sur une forme de pouvoir des Juifs, quel qu'il soit, ni même de rejet d'autres communautés. Ce sont des rapports historiques beaucoup plus complexes et qu'il faut analyser à froid. On parle de lutte contre l'antisémitisme, mais c'est quoi lutter contre l'antisémitisme ? Ce serait plutôt, c'est quoi lutter contre les antisémitismes ? Parce que vous ne pouvez pas lutter de la même façon contre un antisémitisme complotiste qui a son propre déroulé social, c'est-à-dire ses propres réseaux, ses propres discours, ses propres modes d'action. Vous ne pouvez pas le combattre de la même façon que quand vous luttez contre l'antisémitisme d'extrême droite, qui a pareil son histoire, sa socialité, ses modes d'action, sa violence. Et de la même façon que vous ne pouvez pas lutter contre l'antisémitisme d'extrême gauche. Vous ne pouvez pas lutter de la même façon que ce soit dans les discours ou dans les actes contre des gens qui, pour les uns, n'aiment pas les Juifs à cause d'Israël, pour les autres, pour leur supposé argent, pour encore d'autres parce que ce sont des Blancs, pour les autres... Il n'y a pas des clichés antisémites qui se rejoignent là-dedans ? Il y a un imaginaire qui est partagé. Un continuum ? Il y a un continuum qui est très clair. Très, très clair. Et des exemples à ça, c'est la réussite
de personnalités comme Alain Soral, qui ne se cantonne pas à un camp. Alain Soral, il parle autant à des jeunes de banlieue qu'à des gens d'extrême droite, qu'à des gens d'extrême gauche. D'ailleurs, c'est très drôle de voir le nombre de personnes d'extrême gauche antisionistes qui se sont réveillées après le 7 octobre en se disant « Ah, mais finalement, Alain Soral n'avait pas si tort que ça. Bon, il est peut-être un peu antisémite, mais sur plein de points, il n'a pas si tort que ça. Et d'ailleurs, on a eu des responsables politiques à LFI qui ont été éduqués à cela. Qui disent qu'ils se sont instruits sur le conflit israélo-palestinien en regardant des vidéos d'Alain Soral. Voilà, il y a plein d'autres moyens. Qui en rejettent, certes, en tout cas de façade, la prégnance antisémite, mais qui ont été éduqués à Alain Soral. Et qui le reconnaissent. Donc, sans que ça pose problème. Et qui continuent de montrer qu'ils sont influencés par cette pensée-là. Dernière question. Je vous ai posé la question, lutter contre l'antisémitisme, c'est quoi ? Vous m'avez dit, on ne peut pas lutter contre l'antisémitisme, effectivement, en fonction de ses formes. Si on doit résumer ça à une phrase, parce qu'il y a bien un continuum dans tout ça, ce serait quoi lutter contre l'antisémitisme de façon certaine pour atteindre tous ces différentes formes d'antisémitisme qui se rejoignent finalement ? C'est de comprendre l'antisémitisme comme système. C'est-à-dire que l'antisémitisme a des représentations qui ont une capacité de mutation extrêmement forte. Ce que j'entends par là, c'est qu'aucun système politique, doctrinal, idéologique ne peut se sentir innocent. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout le monde est antisémite. Oui. Je dis en revanche qu'il n'y a pas de système immunitaire infaillible contre l'antisémitisme, quel que soit son bord politique. Parce que c'est un système. Partant de ce principe-là, on doit affronter l'antisémitisme pour ce qu'il est, ne pas le traiter par des biais politiques, l'antisémite c'est l'autre. Et regardez chez soi, et je terminerai juste sur ça. Si la France insoumise, pendant toutes ces années où ils ont eu des rencontres avec des responsables juifs de gauche qui leur ont formulé des reproches, si pendant ces années-là, la France insoumise avait dit « Ok, on a été maladroit, il y a un problème. On n'a pas fait attention, on a manqué d'éducation en la matière. » Ce sont les premiers à dire que d'ailleurs, il faut éduquer en matière de racisme. S'ils avaient reconnu ça, dont acte. Moi, j'ai pas de volonté irrémédiable à attaquer la France insoumise. Le fait est que c'est pas venu. Dont acte. Merci beaucoup Raphaël Amselem, analyste en politique publique, d'avoir accepté l'invitation de Radio J pour ce grand entretien. Merci.